Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de compléter la super vidéo de la chaîne Science Étonnante qui est dédiée à la formation physique des arcs-en-ciel, en se focalisant davantage sur l'aspect mathématique, en essayant de démontrer les différentes formules qui permettent d'expliquer pourquoi un arc-en-ciel c'est rond, et en précisant notamment pourquoi le phénomène de caustique est fortement lié à la notion de dérivation. Pour commencer, on va essayer de bien comprendre le trajet d'un rayon lumineux dans une goutte d'eau, même si là encore, je te renvoie à la vidéo de Science Étonnante pour une explication bien plus complète. Donc on imagine ici un trajet lumineux de couleur rouge par exemple, qui proviendrait du soleil et qui taperait une goutte d'eau qu'on imagine parfaitement sphérique. Le point d'impact c'est E. À partir de là, on peut définir ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Ici vous avez le centre de la sphère. Et puis ce rayon, il y a une partie qui va se réfléchir, donc on va s'intéresser plutôt à la partie qui va se réfracter à l'intérieur de l'eau, avec un angle de réfraction qui va être différent de l'angle d'incidence. On verra tout à l'heure comment on peut déterminer R par rapport à I. Et donc notre rayon lumineux continue sans rester en ligne droite. Il retape à l'intérieur de la goutte en G. Là, il y a de nouveau une partie qui est réfractée vers l'extérieur. Nous, on va s'intéresser plutôt à la partie qui est réfléchie. Donc on imagine ici un diamètre qu'on prolonge selon une droite et on fait simplement une symétrie en gardant le même angle là et là pour comprendre la suite du trajet du rayon lumineux. Le rayon lumineux refrappe ici le bord de la goutte d'eau. Il y a de nouveau une petite partie qui réfléchit et une bonne partie qui est réfractée, c'est celle à laquelle on va s'intéresser. Et de nouveau, on a la même loi qui met en relation IR. Et on expliquera tout à l'heure, mais il y a un effet de symétrie ici, ce qui fait qu'en fait on retrouve là l'angle R. Et on va retrouver ici l'angle I. Et notre rayon lumineux ressort de la goutte d'eau avec le trajet qui est là. Alors on voit que le tracé total a subi comme ça plusieurs changements d'angle. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est en fait l'angle qu'il y a entre le rayon incident et le rayon réfracté, réfléchi, réfractaire, celui qui ressort de la goutte d'eau, avec un certain angle de déviation, qui sur mon dessin prend cette valeur-là, mais qui, selon la façon dont j'ai fait le rayon de départ, aura des valeurs différentes. C'est parti. Là, on vient de voir le trajet d'un rayon lumineux à travers la goutte d'eau, mais des rayons lumineux, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein, et on peut imaginer qu'ils vont de tout en bas de la goutte jusqu'à tout en haut de la goutte. Et vous voyez que c'est un peu compliqué d'imaginer, de comprendre le comportement du rayon qui ressort. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe si on laisse une trace sur l'ensemble des rayons qui ressortent. On voit comme ça, hein, notre rayon incident il parcourt toutes ces possibilités parallèles les unes aux autres, et les rayons qui ressortent de façon pas tout à fait répartie régulièrement. On a une accumulation des rayons qui ressortent aux extrémités de cette forme, avec donc davantage de rouge qui sera présent par ici, et puis aussi par là. Et c'est cet effet de concentration des rayons lumineux qui va faire que l'observateur va, dans une certaine direction, avoir l'impression que c'est plus rouge que dans d'autres directions. Et on va essayer de comprendre que c'est ça qui est à la base du phénomène des arcs-en-ciel. Pour la troisième. Je te remets ici le même schéma en réindiquant un peu plus précisément l'infigure, notamment les angles, de façon à ce que tu vois que l'angle auquel sont déviés les rayons qui se concentrent est d'à peu près 42,15 degrés par rapport à l'angle d'incidence des rayons solaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le lien qu'il existe entre I et R, ce qu'on appelle la formule de Snell, nous dit que, en considérant que l'indice de réfraction de l'air vaut à peu près 1, sinus de I est égal à n multiplié par sinus de R, avec un n qui est l'indice de réfraction dans l'eau et qui va dépendre de la couleur des rayons, ou de la longueur d'onde des rayons. Pour le rouge, n c'est à peu près 1,33, mais si je prends quelque chose qui est bleu ou violet par exemple, ça va avoir des valeurs qui vont être légèrement plus grandes. Si bien que l'angle de déviation ici va être lui aussi un tout petit peu différent. Autrement dit, du point de vue d'un observateur, c'est pas exactement dans la même direction qu'on verra une concentration de rayons rouges ou une concentration de rayons verts ou de rayons bleus ou de rayons violets. Alors on va essayer de te représenter ça dans l'espace en 3 dimensions. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi ce qu'on vient de voir sur le fait qu'il y a un angle privilégié dans lequel on voit de la lumière rouge va engendrer l'impression, l'illusion de voir un arc-en-ciel. Alors,
D'abord, on imagine un observateur qui regarde dans une direction qui serait parallèle à l'arrivée du rayon du soleil, que j'ai matérialisé ici par tous ces traits rouges. Et puis, on a plein de gouttes d'eau avec un front de pluie quelque part. Là, j'ai fait que 3 gouttes d'eau en bleu. Et donc, notre rayon du soleil arrive et rentre dans la gourde d'eau et repart, si on s'intéresse juste au rayon rouge, avec un angle privilégié de 42,5 degrés à peu près. Donc, tu vois, par exemple, qu'ici, l'observateur est trop bas pour réussir à le voir. Donc, l'observateur ne verra pas particulièrement de rouge qui provient de cette goutte-là, ni de celle qui est tout en bas, qui est trop basse pour lui, son regard est trop haut. En revanche, si on s'intéresse à cette goutte-là, probablement que pour lui, eh bien, ça arrivera à peu près dans son regard. Donc avec ici un angle qui vaut à peu près 42,5 degrés pour le rouge encore une fois. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si je désigne avec ma paille rouge la direction du regard de l'observateur, en imaginant que sa direction de regard est parallèle à l'inclinaison des rayons du soleil qui arrivent, et bien là on a deux droites parallèles, ici une séquente, et d'après la propriété des angles alternes internes, si là où il y a 42,5 degrés, là aussi il y a 42,5 degrés. Ce qui veut dire que du point de vue de l'observateur, eh bien le 42,5 degrés qu'il mesure, c'est l'angle entre la direction dans laquelle il regarde et puis l'endroit dont il voit provenir du rouge. Donc lui il verra du rouge dans la direction qui est là-bas. Alors pourquoi ça fait un arc de cercle ? Parce que là, j'ai imaginé que mon observateur il était dans une certaine direction, dans un certain plan, mais en fait, les rayons, ils n'arrivent pas que dans ce plan, ils arrivent dans tout l'espace. Donc, il faudrait plutôt imaginer qu'on est dans une situation comme ça, avec des rayons rouges qui arrivent dans tout l'espace, tous parallèles les uns aux autres. Ça, c'est une hypothèse qu'on fait en imaginant que le Soleil est très loin. Du coup, notre observateur, il ne voit pas uniquement quelque chose comme ça, mais il voit du rouge qui provient de cette direction-là, mais aussi de toute celle-ci. Autrement dit, il y a tout un cône de lumière rouge qui arrive jusqu'à lui. Alors s'il n'y avait pas la Terre, si par exemple il était dans un avion, il pourrait même voir un cercle entier. Bon, s'il y a le sol qui l'empêche de voir plus bas, eh ben, il va seulement voir un arc de cercle rouge. Alors maintenant, si on refait exactement le même raisonnement, mais avec une couleur différente que le rouge, du vert, du bleu, du violet, etc., eh bien là aussi, il va avoir des arcs avec des angles légèrement différents qui, en se superposant, vont lui donner l'impression de voir un arc-en-ciel. On vient de comprendre que la présence d'angles privilégiés fait que l'observateur va voir un arc de cercle. Il nous reste donc à démontrer la présence de cet angle privilégié et essayer de comprendre comment ça se passe si on change la longueur d'onde, si on change de couleur. Je t'ai remis ici la figure de tout à l'heure qui montre le trajet du rayon lumineux rouge à travers notre goutte d'eau. Tu peux remarquer plusieurs choses. Déjà, le triangle EOG, il est isocèle en haut, parce qu'on a deux côtés qui sont des rayons de même longueur. Donc les angles R ici et R là sont égaux. On a la même chose ici avec R qui est là et R qui est là. Donc finalement, l'angle qui est là, il vaut 2R. Ensuite, on pourra en déduire l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle FOG, puisque dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, ou pi radian, je vais plutôt parler en radian. Et donc ici, on a un angle qui vaut pi moins 2R. On a la même façon là-haut aussi un angle qui vaut pi moins 2R. Ce qui fait qu'on a ici un angle au total qui fait 2pi moins 4R. Et si on choisit de travailler dans le quadrilatère EJFO, la somme des angles fait toujours 360 degrés ou 2pi, et ça nous amène à avoir l'expression suivante. D, c'est l'angle qui est là, plus I, l'angle qui est ici, plus 2 facteurs de pi moins 2R, ça c'est pi moins 2R qui est là une deuxième fois, c'est ce que je t'ai expliqué juste avant, plus l'angle I qu'on retrouve ici, ça vaut 2pi. À partir de là, on peut en déduire que D, donc l'angle ici de déviation, est égal à 4R moins 2I. C'est une reformulation juste de ce qui est au-dessus. Alors il faut te souvenir que sinus de I, c'est n fois sinus de R. Tu sais, c'est la règle de la loi de Snell dont on a parlé tout à l'heure. Et on va pouvoir donc s'en servir ici. Déjà, en transformant ça pour isoler le R, donc on divise par n et puis on prend arc sinus de chaque côté. Arc sinus, c'est la fonction réciproque de sinus. Le R qui est là, on peut donc le remplacer par cette expression, et voilà. On a donc une formule qui nous donne la valeur de l'angle de déviation en fonction de l'angle d'incidence I. On va transformer un petit peu cette formule, que je te remets ici, pour ne pas avoir D en fonction de I, mais en fonction de la hauteur, que j'ai appelée T sur la figure, à laquelle notre angle lumineux qui provient du soleil, qu'on estime infiniment loin à gauche, donc tous les rayons arrivent parallèles ici, horizontales sur ma figure, avec des hauteurs que je prends entre moins 1 et 1, alors je sais pas si c'est des millimètres, des dixièmes de millimètres, ça dépend de la taille de la goutte de pluie, ça aura pas d'importance. Et donc j'ai essayé d'avoir comme variable non pas I, mais T, parce que les rayons lumineux arrivent répartis de façon uniforme en T, en hauteur, quoi. Alors, c'est assez simple,
En fait, si on travaille dans le triangle rectangle qui est ici, eh bien t c'est simplement sinus de i, puisque j'ai choisi un cercle de rayon, un cercle trigonométrique. Donc la valeur de sinus i qui est ici, je vais simplement la remplacer par t. Et puis le i qui est là, on va le remplacer donc par arc sinus de t. Si bien qu'on a comme ça une expression de la fonction d, donc j'ai mis d de t, parce que d c'est une fonction, en fonction de t. Et on s'est intéressé tout à l'heure au moment où il semblait y avoir une agglomération des rayons lumineux. Qui dit agglomération laisse penser que peut-être il y a un lien avec un maximum, bref, qu'il serait intéressant d'étudier la fonction d, et pour ça on va avoir besoin de la dérivée. Et alors je t'ai tout de suite mis ici une formule que peut-être tu n'as jamais vue. Si c'est le cas, si tu n'as jamais vu, je te renvoie à la vidéo que j'avais proposée sur la dérivation des fonctions composées, et donc la dérivation de la fonction réciproque de sinus. Sinon tu peux admettre cette formule pour continuer de regarder tranquillement cette vidéo. Alors on va chercher à dériver la fonction t. Alors attention, là aussi on a affaire à une fonction composée, le 4 fois c'est un coefficient constant, il reste. Ensuite on a arc sinus comme fonction à l'extérieur et t sur n comme fonction à l'intérieur. Je reprends mes trois phrases habituelles, je dérive la première fonction que je rencontre, arc sinus. Donc je reprends cette formule là, sauf que deuxième phrase, je ne mets pas x, je garde le même intérieur. Donc à la place de x, je remets l'intérieur, donc t sur n. C'est pourquoi ici on a cette expression là. Et puis troisième phrase, on n'oublie pas après de multiplier par la dérivée de l'intérieur. La dérivée de t sur n, la variable étant t, c'est 1 sur n. Ensuite, moins 2, je le garde, et puis dérivée de arc sinus t, c'est 1 sur racine de 1 moins t2. Voilà, on a une expression un petit peu compliquée. On peut un tout petit peu la simplifier en faisant la multiplication qui est ici. Le n, c'est comme racine de n carré, je multiplie les deux racines, ça donne cette expression-là. Mais c'est pas facile à étudier pour le moment. On peut quand même tracer la courbe de la fonction d. Voilà ce qu'on visualise. Il semble effectivement se produire un maximum quelque part entre 0,8 et 0,9. Alors tu verras que je me suis contenté de travailler avec t entre 0 et 1, simplement parce que c'est sur cette plage de t qu'on a l'impression que les rayons lumineux vont arriver jusqu'à l'observateur. Si on avait une valeur de t qui était négative, il y a aussi une accumulation, mais vers le haut. Alors, on a un maximum là-haut, mais est-ce que le maximum de D a une raison de correspondre à la concentration maximale des rayons lumineux? On va essayer de réfléchir à ça, la réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait croire. Pour explorer un petit peu cette idée de concentration, je te propose qu'on laisse de côté notre arc-en-ciel et notre angle de déviation, et qu'on regarde cette courbe bleue que tu as devant toi, qui est la courbe d'une fonction f, et qui présente un maximum en 0, peut-être qu'elle n'est pas dérivable en 0 d'ailleurs, et qu'on essaie de deviner quelles sont les ordonnées où il y aura le plus de concentration possible lorsque le T bleu ici parcourra régulièrement tout l'axe d'abscisse. Alors regarde ce qui se passe, je ne sais pas si c'est ce que tu avais prévu, mais les points D semblent plus densément positionnés, le plus concentrés, non pas forcément au maximum là-haut, mais quelque part aux ordonnées où notre courbe semble être la moins pentue, la plus plate. Donc c'est pas tant la notion de maximum qui va être important pour expliquer cette concentration, c'est l'idée que la courbe elle va être relativement plate. Alors on va explorer ça en mettant un petit peu de mathématiques plus précises derrière. Ce qu'on vient de comprendre revient à dire qu'il y aura une concentration maximale lorsque notre courbe sera la plus plate possible. On pourrait, pour préciser les choses, essayer de définir une valeur, un nombre, un coefficient de concentration, en imaginant par exemple qu'on demande à la quantité de personnes qui sont dans la zone verte qui est là, de se regrouper toutes dans la zone violette qui est là. Leur niveau de concentration sera égal à la quantité qu'ils sont, divisé par la taille dans laquelle on veut les placer. Autrement dit, la taille de la zone verte divisée par la taille de la zone violette. La taille de la zone verte, tu vois, j'ai pris entre deux abscisses t et t plus h, donc c'est h. Et la taille de la zone violette, c'est f de t plus h moins f de t. Alors j'ai pris une fonction croissante, si elle était décroissante, ce serait l'opposé de ça. Donc ça revient à cette expression-là. H divisé par cette soustraction. Alors, si h est petit, tu reconnais peut-être quelque chose qui ressemble un petit peu au nombre dérivé, ou plutôt à l'inverse d'un nombre dérivé. Donc si h est petit, si on se place sur un décalage qui est pas très grand, et ça on n'est pas très loin de l'inverse du nombre dérivé. Et donc, vouloir avoir une concentration maximale, un coefficient de concentration le plus grand possible, ça va revenir à vouloir avoir une dérivée qui est minimale. Parce que quand tu divises par un nombre petit, ça devient grand. Donc notre objectif, ça va être d'essayer de voir quand est-ce que la dérivée est minimale, et même quand est-ce que la dérivée s'annule. Alors pour ça, j'ai repris l'expression de la dérivée que tu as ici, et on va essayer de voir quand est-ce qu'elle est égale à 0.
Alors l'équation est pas très compliquée, ça revient à vouloir que les deux fractions soient égales. On va faire les produits en croix, on va mettre 2 au carré de chaque côté, on obtient la petite équation qui est ici, et cette équation, on peut la résoudre simplement en isolant t, et on a plus ou moins cette expression-là. Alors nous, par rapport à notre arc-en-ciel, c'est la valeur positive de t qui va nous intéresser, puisqu'on a observé que c'est quand t est entre 0 et 1 qu'on obtient un rayon dévié qui va jusqu'à l'observateur. On peut faire une application numérique. Pour un rayon de couleur rouge, l'indice de réfraction est à peu près de 1,33. Ça nous donne une valeur de t calculée avec l'expression précédente d'à peu près ça. Et donc, l'angle de déviation maximale est d'à peu près 42,4 degrés. Tu vois, on l'a démontré et c'est conforme avec les observations de la simulation de tout à l'heure. On peut faire la même chose avec d'autres couleurs. Je t'ai mis dans le tableau ici les différents indices de réfraction, les valeurs de t et l'angle de déviation. Donc tu comprends que selon la couleur que tu as, l'angle n'est pas le même, et donc l'angle apparent va changer selon la couleur. C'est ça qui va faire que tu vas avoir des arcs de chaque couleur collés d'une certaine façon les uns aux autres, et donc ça forme un arc-en-ciel. Alors, pour terminer, bravo de m'avoir suivi jusqu'ici, merci pour ton écoute. Il y a plein d'autres phénomènes optiques qu'on appelle des caustiques qui correspondent comme l'arc-en-ciel à des concentrations de couleurs. C'est le cas par exemple de formes que tu peux voir dans une tasse de thé, ou de la lumière qui fait des formes au fond de l'océan. Et puis, j'en parle pas du tout ici, mais je te renvoie encore une fois à la vidéo de Sciences étonnantes. Les phénomènes sur les arcs-en-ciel surnuméraires correspondent exactement à ce qu'on vient de faire là, mais avec une expression géométrique un petit peu différente. Merci encore et à bientôt.